Mais quand il faut payer, je peux vous dire que c'est plus du tout la même chose. Est-ce que vous êtes parti à Dubaï pour les impôts ? Le problème, c'est qu'ils sont entourés que de gens négatifs. Ça nous pousse à voir, mais plus grand. Mais des fois, on a payé des notes, c'était abusé. Est-ce qu'on reste à Dubaï ou est-ce qu'on rentre en France ? Si je me remets vraiment dans la peau de Magali en 2018, Mes futurs clients, comment je peux les aider ? Qu'est-ce que je peux leur apporter ? les personnes qui font les plus belles choses que la meilleure expérience client, c'est nos élèves. Donc là, c'est un petit tips que je vous donne. Bienvenue sur ce podcast. Enfin, depuis le temps qu'on devait revenir, nous voilà de retour après 7 mois. On a eu... C'est Déjà ? ça ? Oui. Ah ouais. On a eu tellement de choses à faire, mais on vous avait promis. Donc, nous voilà dans ce nouveau podcast. Exactement. On vous avait promis un prochain podcast. On a pris le temps là aujourd'hui de pouvoir le faire. Donc, Grave. du coup, on va aborder quelques sujets. Est-ce que tu es en pleine forme ? Je suis en pleine forme, mais pleine forme. On est Bon. en plein mois d'août et nous, on a bien bossé cet été. On est hyper contents. Donc voilà, on s'est dit que là, on avait du temps. Donc on a pris un peu de temps pour faire ce podcast. C'est vrai. On a beaucoup bossé cet été. Ouais. On prévoit une rentrée de dingo. Il y aura plein de beaux trucs qui vont arriver. Vous allez voir, ça va être génial. Grave. Et donc là, du coup, on va se faire un petit point. De quoi on va parler aujourd'hui ? Plein de choses. On a reçu plein de questions. J'avais ouvert les questions sur Instagram en disant posez-nous les questions. On en a énormément. Ouais. Avant ça, on a décidé qu'on allait aborder un ou deux sujets. Le premier, Dubaï, puisque ça a fait 1 an maintenant, fin juillet, qu'on est à Dubaï. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire un bilan. On a plein de points différents. Donc, ça va être le premier post. Ça va être de parler de notre nouvelle vie à Dubaï. Exactement. Et puis, on va parler... excuse-moi, je te coupe on va voir un petit peu tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on pense de Dubaï, l'année qu'on a passée ici. Les points positifs, mais les points aussi négatifs. On va tout vous dire sans filtre. Et puis, on va parler entrepreneuriat, on va en parler décoration, évidemment, événementielle. C'est certain. On va sûrement, j'ai vu dans les questions, on parlait aussi entreprendre en couple, les peurs quand on se lance dans l'entrepreneuriat, etc. Donc, voilà, let's go. Let's go. Allons-y. On y va. Alors, on commence par quoi, du coup ? On commence par notre bilan après 1 an à Dubaï. Allez, c'est parti. Donc, ça y est, ça a fait 1 an. Pour ceux qui ne le savent pas, le 31 juillet, ça a fait 1 an qu'on s'est expatrié à Dubaï. Et qu'on a ouvert, du coup, notre entreprise à Dubaï. Et donc, on voulait vous faire un point, parce qu'on a eu aussi dans les questions quand même pas mal de questions pour savoir, alors, est-ce que vous regrettez votre choix ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous allez rester ? Ou est-ce que vous allez partir de Dubaï ? C'est vrai. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait vous en parler et qu'on allait déjà peut-être commencer par les points négatifs de Dubaï. Tarek, dis-moi, pour toi, selon toi, quels sont les points négatifs à Dubaï ? Selon moi, le point qui me vient comme ça en premier à la tête, on le vit en ce moment. Oui. C'est un gros point négatif. C'est la chaleur l'été. La chaleur l'été, au mois d'août, c'est vrai qu'il fait très très chaud. C'est vrai. Et ça reste pour moi un point qui pourrait être négatif. Et toi ? Moi, en point négatif, alors attention, là je mets plutôt un négatif entre guillemets, puisque c'est quelque chose qu'on savait aussi comme la chaleur, c'est le coût de la vie. Oui, c'est vrai. Le coût de la vie, je pense qu'on en parlera peut-être à la fin en faisant vraiment un bilan pour les personnes qui envisagent de venir s'installer à Dubaï. C'est que le coût de la vie, il ne faut pas, je pense, le négliger, dans le sens où si je prends juste l'exemple, par exemple, de notre maison. Donc, on va vous montrer un peu dans le quartier dans lequel nous, on habite, qui est un quartier qui est incroyable, à Dubaï Hills. On est hyper bien situé, on est à 20 minutes de la plage, à 15 minutes du Burj Khalifa donc, et du Dubaï Mall, donc on est vraiment très, très bien situé. Mais en comparaison à la France, nous, on habitait en France en région parisienne, dans le 91, dans un quartier sympa, dans un golf. Et pour vous dire, en comparaison de notre maison en France avec notre maison à Dubaï, c'est combien ? En France, il faut savoir que dans le quartier, c'était quoi ? 450 000 euros les maisons. Ouais, c'est ça. Dans le quartier où on était. 5, quoi. Et là, dans le quartier où on est, c'est entre 2,5 millions et 3 millions d'euros la maison. Maintenant, comparons ce qui est comparable aussi. Notre maison en France, elle fait la moitié de la taille de la maison à Dubaï. Oui, bien sûr, évidemment. Et on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes amenities, sur les mêmes services. Là, dans notre maison à Dubaï, on est dans un quartier sécurisé, fermé, avec sécurité 24/24, avec une piscine, avec une salle de sport dans la résidence, avec des terrains de basket, terrains de paddle, terrains de tennis.
Des espaces verts. Et des espaces verts, promener les chiens. Il y a de la verdure à Dubaï. Des aires de jeu pour les enfants, une grande aire de jeu pour les enfants en face de la maison. Enfin, franchement, c'est pas comparable. Donc c'est vrai que la qualité des maisons, voilà, ça n'a rien à voir. Et puis la taille des maisons, je crois que maison fait quoi, 350 mètres carrés. Oui, c'est ça. Donc tu vois, déjà, tu fais un. Ouais, clairement. Et puis le quartier, on vous mettra quelques photos, quelques vidéos. Franchement, c'est vraiment incroyable. Mais après, en fait, sur le coût de la vie, je trouve que là où c'est le plus, la plus grosse différence avec la France, donc c'est sur la maison. Après, vous nous direz d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse quand vous parle de Dubaï. Et du fait de éventuellement vouloir s'expatrier, parce que si ça vous intéresse, on pourra aussi vous présenter d'autres quartiers où c'est beaucoup moins cher. Nous, c'est vrai qu'on a choisi un quartier quand même qui est assez cher. Qui est parmi les plus chers. Qui est parmi les plus chers, Qui est parmi les plus chers. Enfin, peut-être pas le plus cher, mais on n'est pas sur la palle non plus. Mais il y a des prix moins chers. Voilà, c'est après c'est surtout sur la partie loyer en fait, où il y a un gros, c'est sur l'immobilier. Immobilier, il y a un gros gap. École. Nous, on a notre fils qui va rentrer en CM2 la semaine prochaine. Et c'est vrai que, alors en France, nous, on le mettait déjà dans une école privée, donc c'est vrai qu'on a toujours eu un peu l'habitude de payer. Il était dans une école Montessori, on a toujours payé pour les écoles. Ouais, mais là, tu vois, tu fais pareil, tu fais mais voilà. 4, quoi. De 500, tu passes à plus de 2000 €. Ouais, 2000 € là, par mois, pour l'école. Aux alentours de 2000 €. Avec la cantine, 2000 €. Avec la cantine, 2000 €. Donc voilà, 2000 € par mois pour l'école. Mais c'est pareil. En fait, nous, on aime bien. Alors, en fait, je pense que c'est notre côté entrepreneuriat parce qu'on est comme ça. Quand tu payes quelque chose, oui, mais en fait, on regarde pas juste le prix. On regarde la valeur qu'il y a derrière. C'est ça. Donc oui, on paye 2000 € par mois à l'école de notre fils. Ça peut paraître beaucoup. C'est un certain budget. Oui, mais il a fait une année, donc l'an dernier en CM1. Mais ça n'a absolument rien à voir. Les infrastructures de l'école, dans son planning de sa journée, ils ont une piscine dans l'école, donc ils ont natation, yoga, tennis. Tout ce qu'ils leur font faire. Ils leur font faire plein d'activités. Ils bossent aussi, ils ont le côté un peu entrepreneuriat aussi. Le mindset, l'entrepreneuriat. En les anglais, valeurs ils font des exercices de business. Enfin, non, c'est vrai que c'est un autre niveau, quoi. Ouais, et il est dans une école internationale, donc 50% en anglais, 50% en français. Et c'est vrai qu'en anglais, ils leur ont fait créer et valoriser une boîte à 9 ans. Dans son bulletin. C'est des bons réflexes qu'il leur donne. Et dans son bulletin, moi, ce que j'ai aimé, c'est dans son bulletin de fin d'année. Contrairement à la France, c'est pas juste doit travailler ses maths, machin, etc. Il parle de bienveillance, de son intégration, de la relation qu'il a avec ses copains. C'est sûr de que c'est pas forces. comme en France, on met le doigt sur tout ce qui va pas. C'est incroyable. Et on s'occupe pas de ce qui va et on n'encourage pas, quoi. Ouais, donc puis là, en plus, c'est clair, il se focalise vachement sur les forces de chaque enfant. C'est ça qui est trop bien. Totalement. Tu vois que c'est vraiment adapté. Ils vont prendre le profil de ton enfant, quelles sont ses forces, et du coup, ils vont l'encourager dans ces forces-là. C'est incroyable. Là, nous, sa prof principale de français qui nous dit quand même, je sais pas si tu te rappelles, à la fin de l'année, Ethan, il a un vrai mindset d'entrepreneur. On voit que c'est ce qu'il veut faire plus tard. Parce qu'en fait, il se focalise sur ce que l'enfant aime. Il le laisse s'exprimer, etc. Donc voilà. Donc oui, c'est 4 fois plus cher. Voilà. Mais nous, en tout cas, on regarde beaucoup la valeur qu'il y a derrière et c'est vrai on voit la valeur. Et après, le troisième poste, je dirais, qui est beaucoup plus cher par rapport à la France, donc l'hébergement, l'école pour les enfants et la santé. Puisque du coup, on a une assurance en tant qu'expatrié, une assurance médicale pour nous 3, qui nous coûte à peu près 900 € par mois, si je ne dis pas de bêtises, 10 000 € à l'année. Et qui nous couvre sur tout, en revanche. Elle est très bien, l'assurance. Ouais, c'est ça. Là, on est sur un plan d'abonnement qui est l'un des plus chers. Sinon, tu as quand même beaucoup moins cher après, en termes d'assurance. Mais c'est vrai que du coup, souvent, moi, ça me fait rire quand je vois les commentaires, même sur Insta et tout, un peu des haters de Dubaï qui disent oui, vous partez tous vivre à Dubaï, mais quand vous allez avoir besoin du médecin, vous allez revenir en France. Ah oui, non, mais ça. Alors que pour le coup, franchement, très sincèrement, en un an, c'est incroyable. Déjà, tu as des rendez-vous chez des spécialistes en 1 semaine, 10 jours, chez les meilleurs spécialistes. En plus, c'est vrai que souvent, les spécialistes, on cherche quand même des Français, ou des Libanais, des gens qui parlent quand même français. Parce que c'est vrai que chez les médecins, des fois, tu aimes bien quand même pouvoir parler en français. Mais voilà, oui, c'est cher, mais encore une fois, non, demain, je suis malade. Même là, dans l'année, j'ai dû consulter des médecins. Et franchement, je suis très, très satisfaite du service. On va pas rentrer dans ce sujet-là, mais pour ce que ça te coûte en sécurité sociale en France. C'est ça. Je crois que ça te coûte moins cher de payer une assurance que de sécurité sociale. Et le service que tu as. Donc en fait, finalement, donc les points négatifs pour nous, c'est un peu ça, c'est la chaleur
Et le coût de la vie, est-ce que tu vois autre chose? La chaleur l'été, ouais, encore une fois, parce que c'est vrai que bon, voilà, moi je suis pas, j'ai pas trop développé. Évidemment, les femmes développent toujours plus, mais c'est vrai que sur la chaleur, c'est l'été. Quand je dis la chaleur l'été, c'est vraiment l'été. Parce qu'au final, après le reste de l'année, c'est génial. Au contraire, on a un meilleur temps. Mais ceci dit, vraiment, ce qui est génial aussi, quand même, il y a du négatif, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir le négatif parce qu'on est des fanats de Dubaï. Moi, j'adore Dubaï, mais c'est vrai que malgré tout est climatisé. Après, tout le reste est climatisé. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir être à l'aise. Après, c'est vrai que dehors, en tout cas, il fait super chaud. Ouais, août. Après, c'est vrai que souvent l'été, on est rentré en France en juillet. Septembre, encore. Jusqu'à octobre à peu près. Beaucoup d'humidité en septembre. Donc voilà pour les points négatifs. Franchement, très sincèrement, on en a discuté. C'est les 2 points négatifs c'est ça, les 2-3 points négatifs. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on entendait beaucoup parler de la circulation, mais nous, on le ressent pas trop finalement par rapport au quartier où on habite, l'école de notre fils. Non, et la journée, on bosse. Nous, on a l'avantage de pouvoir bosser de la maison, etc. Donc, on est moins impacté. Donc ça va. Donc franchement... Non, moi c'est vrai que je vois que ça. Et après le fait peut-être, alors s'il y en avait un troisième vraiment si j'allais chercher, ce serait peut-être le fait qu'il y a beaucoup de travaux puisque c'est une ville qui est toute nouvelle. Donc il y a beaucoup de travaux et donc des fois peut-être de la poussière et un peu de bruit. Nous on le ressent moins dans la résidence mais c'est vrai que sinon un peu partout il y a beaucoup de travaux. Et puis basculons sur les points positifs. Et oui, la pollution, tout à fait. Tu fais bien la pollution c'est vrai aussi. La pollution quand même, ça on le ressent. Il y a beaucoup de gens qui ont des... Enfin, il y a des gens qui ont des problèmes de respiration à cause de ça, ici. Ça peut arriver, mais bon, en tout cas, après, il faut ce qu'il faut à la maison. On peut avoir tout ce qu'il faut pour justement purifier l'air. Donc ça, c'est pas mal ici. Il y a beaucoup de gens qui purifient l'air. Mais c'est vrai que c'est un point aussi négatif. Parce qu'on va pas dire que du positif. Non, mais c'est vrai, la pollution, les travaux, ça fait partie des points négatifs. Comme toute nouvelle ville qui se déploie et qui se construit. Qui s'agrandit, exactement. Yes. Ensuite, sur les points positifs. Le premier point positif, pour moi, c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on est venu ici, c'est la sécurité. Absolument. La sécurité, c'est pas du fake, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux laisser ton sac et aller aux toilettes. Ton sac, tu vas revenir, il sera là. Tu peux partir, comme ça m'est arrivé une fois au restaurant, d'oublier mon sac et de me rendre compte à la maison et de revenir au restaurant. Elle me dit oui, non, vous inquiétez pas, on a vu que vous l'aviez oublié, le sac il est là. De laisser ton fils sortir sans te poser de questions dans la résidence. C'est même que des fois à Starbucks c'est un peu too much. Les mecs qui laissent leur MacBook, leur téléphone, sac Chanel. Tout ça pour aller aux toilettes parce que les toilettes sont souvent dans le centre commercial à l'extérieur. Et donc ils sortent du Starbucks pour aller carrément. Mais ils laissent tout sur place pour garder leur place. Bon, ça, c'est le côté un peu relou des fois. Mais au final, ils savent qu'ils sont tranquilles. Quoi. Ils se feront jamais voler. C'est incroyable. Et c'est vrai que par contre, là où ça peut basculer, faut faire attention, c'est que du coup, tu peux prendre trop l'habitude. Et quand tu reviens en France ou en Europe, de laisser ton téléphone, etc. Mais en tout cas, ça, c'est un gros point positif. Et moi, je trouve que ça retire énormément de stress et de pression. C'est aussi une des choses qui a fait qu'on est parti de la France. Et de ne pas avoir peur de te faire cambrioler, de ne pas avoir peur de te faire voler, etc., etc. Et ça, franchement, pour moi, c'est un des plus gros points positifs à Dubaï. C'est incroyable. Absolument, à 100%. Et c'est une vérité, hein. Ça existe vraiment. Incroyable. On le voit, on le sent au quotidien, on est vraiment en sécurité. Donc pour ça, c'est top. Pour le petit, c'est top aussi. Voilà, ça te retire du stress. Ça te retire du stress, donc du coup, tu te focalises sur des choses beaucoup plus concrètes. Quoi. Donc oui, sécurité. Ensuite, on en a parlé un peu tout à l'heure en négatif, mais c'est aussi un point positif le reste de l'année. Le soleil, le beau temps, bien sûr, absolument. Bah oui, c'est ça, à partir de octobre. À partir de octobre, là, c'est royal, jusqu'au mois de mai. Juin, ça a été encore une grosse partie de l'année. Ouais. T'as 2-3 mois finalement qui sont un peu difficiles, mais sinon, le fait de travailler tous les jours avec du soleil. Ah bah non, mais c'est royal. Tu peux aller à la plage, t'as la plage qui est pas loin. Le vendredi, notre fils, l'école ici, la semaine a fini le vendredi, donc à midi. Et le vendredi après-midi, on a notre petit rituel. Tous les vendredis après-midi, on va à la plage. Enfin, c'est vrai que ça, c'est quand même une qualité de vie toute l'année qui est incroyable. Le matin, un footing en bord de mer, tu loues un vélo, tu peux faire. Voilà, c'est royal, il fait beau. Toute l'année, ça c'est incroyable. C'est agréable. Les restaurants, tu peux manger en terrasse. Ta famille, elle vient te voir en novembre, en décembre, tu vas à la plage, au parc aquatique et tout, donc ça c'est trop bien. Les parcs. Justement, donc les activités, c'était un des points forts aussi. Oui. Les activités à faire, en fait, tous les week-ends, nous, on n'a même pas encore tout fait parce qu'il y a énormément d'activités à faire, que ce soit des parcs aquatiques, des musées, des sorties. La plage, la piscine, il y a énormément de choses à faire en famille, en fait, surtout pour les enfants. Près d'attractions. Il y a tous des jeux d'arcade dans les centres commerciaux. Il y a, pour les enfants, les trampolines parcs, mais bon, des vrais trampolines parcs qui donnent envie de rester des heures et des heures, pas comme ce qu'on a en région parisienne.
Mais quoique, je crois qu'il y en a un là, qui est ouvert, qui a l'air pas mal. Mais en tout cas, voilà, ici en c'est fait, en famille, c'est un régal pour ça. C'est vrai qu'en famille, franchement, avec les enfants, tu t'ennuies pas. Donc ça, les infrastructures, toutes les activités à faire, c'est génial. Ou même comme on l'a fait le week-end dernier, quand tu habites à pas loin, nous, à 20 minutes de la maison, on se prend un hôtel et pendant 2 jours, on est en bord de plage. Tu as l'impression d'être parti en vacances. Cet été, c'est ce qui s'est passé. On n'est pas parti en vacances. Mais du coup, le fait d'avoir été 1, 2, 3 fois à l'hôtel, t'as l'impression d'avoir coupé complètement. Et du coup, t'as moins besoin de partir en vacances. Donc ça, tu peux le dire, c'est un point positif pour les hommes qui en ont marre de leurs femmes qui veulent tout le temps partir en vacances. C'est que du coup, on part moins en vacances. Par moins en vacances, parce que du coup, on est dans une ville de vacances. En fait. Ouais, donc du coup, c'est vrai que c'est. On habite là où on adorait partir en vacances. Donc ça, c'est cool. Absolument. Ça, c'est cool. Sinon... les infrastructures aussi. Les infrastructures, exactement. Tout est high-tech, dernier cri, propre, très bien entretenu. Tous les immeubles sont sécurisés. Les centres commerciaux, tu vas dans les toilettes, c'est nickel. Franchement, tout est propre. Ça c'est cool. T'as toujours du monde qui est en train de nettoyer. Les toilettes, c'est nickel. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nettoyer. Je veux dire, tout est propre. Ça sent bon. Dans les centres commerciaux, ça sent super bon. Les salles de sport. Moi, je suis dans une salle de sport de femmes qui est géniale. Donc c'est vrai que ça c'est trop bien, les infrastructures. T'as un niveau d'infrastructure qui est incroyable. Les routes sont royales, vraiment, c'est du top niveau. Même quand on va à Abu Dhabi en week-end. Mais les autoroutes sont incroyables, les routes sont incroyables, tout est nickel, il n'y a pas de trous, les infrastructures sont top. Les infrastructures elles sont incroyables. Le jour où il y a eu un trottoir, tu te souviens, près de chez nous, qui a pété, le jour même ils l'ont remplacé, ils l'ont réparé. Le matin c'était arrivé, l'après-midi même ils avaient déjà réparé. Donc c'est vrai que c'est incroyable. Donc réactivité. Et ensuite, un des points forts que nous on trouve sur un an là avec le recul, en fait, c'est moi ce que je dirais, c'est un peu l'ambiance générale. C'est vrai qu'on remarque. Alors attention, on n'est pas là pour dénigrer la France. La France, ça reste notre pays. On adore notre pays. On y a grandi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, par rapport à nos aspirations, à nos ambitions, à notre façon d'avoir envie de vivre notre vie, on se sent quand même hyper bien ici. Et donc, un des points, ça m'amène à ce que j'allais dire, c'est l'ambiance générale. C'est vrai qu'en France, ces derniers mois, on a senti quand même une ambiance qu'on est quand même pas mal revenu cette année. Ces dernières années, une ambiance quand même qui est plutôt morose. Les gens qui sont quand même plutôt pas bien, un peu en dépression, mauvaise énergie. En manque, blasé, fatigué, un manque d'argent, un manque d'énergie, un manque d'idées, un manque de passion, un manque de tout. Malheureusement, qui écoutent trop ce que les gens disent et qui du coup passent à côté des fois de leur vie, de leurs rêves, et du coup ça se ressent dans leur énergie parce qu'ils sont pas bien. Oui, parce que l'environnement est comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis l'environnement est hyper important. L'environnement autour d'eux où effectivement, le problème c'est qu'ils sont entourés que de gens négatifs, que de gens qui disent que c'est fini, il y a plus rien à faire, etc. Donc c'est vrai que ça joue. Et c'est vrai qu'ici, en fait, quand on va par exemple bosser au Starbucks, même quand on va en week-end, etc. En fait, t'as tout le temps des gens qui sont en train de parler de business, d'idées, comment je peux faire. Projets, et ça, franchement, c'est vrai que pour les entrepreneurs, c'est quand même incroyable parce que du coup, t'es entouré de gens qui sont dans ce mindset-là, qui ont envie de se dépasser. Et d'ailleurs, c'est aussi un des points positifs que nous on a remarqué, c'est que du coup, ça nous pousse à voir mais plus grand. Je vous disais que dans le quartier dans lequel on est, les maisons dans lesquelles on habite, elles sont entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. Mais on a des voisins à 200 mètres qui ont des maisons à 10, 15, 30 millions d'euros. Et en fait, c'est vrai que du coup, c'est hyper inspirant, ça te donne envie de te dépasser, de te dire que c'est possible, que t'es qu'au début. Et ça, par contre, ça peut avoir un petit côté aussi un peu négatif. On pourrait le mettre dans le côté négatif. Ça, peut-être qu'à Dubaï, des fois, effectivement, tu peux être vite impressionné par des choses incroyables et du coup ça peut un peu te blaser en te disant tu rentres dans une comparaison, la pression, en fait, de dire putain moi j'en suis pas encore là, finalement je pensais avoir bien avancé mais en fait je suis loin, etc. Et en fait c'est vrai que nous à un moment on se l'est dit, on s'est dit non mais attends, arrêtons de trop nous comparer, ayons de la gratitude pour ce qu'on a. Et en fait servons-nous-en comme on l'a toujours fait pour s'en inspirer, de se dire c'est trop bien si cette personne elle l'a fait, ça veut dire que c'est faisable, mais il faut pas tomber. Et donc c'est le truc dans lequel tu peux un peu tomber, de dire ah ouais mais eux ils ont beaucoup mieux, ils ont une meilleure voiture, ils ont une meilleure maison, etc. Tu peux vite continuer à te comparer tous les jours au quotidien parce que tu as toujours des choses incroyables ici quoi. C'est autant les voitures, les maisons, tout ce que tu veux, donc faut faire attention à pas rentrer là-dedans. Mais nous on prend plus le côté inspirant, on essaie de faire attention à pas tomber en mode on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Voilà, exactement, tout à fait.
Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc vous l'avez compris, franchement, le côté positif l'emporte quand même énormément sur le côté. De toute façon, on le voit dans l'immobilier. Négatif. On voit bien dans l'immobilier tous les projets qu'il y a ici dans l'immobilier. Tu vois, ça donne vraiment envie de se dépasser. Parce que tu dis, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui avance, c'est une ville qui a toujours des projets, des idées. Donc tout le monde est dans ce mood-là. Que ce soit à la salle de sport, que ce soit au Starbucks, que ce soit dans les malls. T'entends que parler de business, etc. Donc, et encore une fois, c'est l'environnement. Je pense que comme tout le monde est dans cet environnement-là, je prenais un exemple que j'ai trouvé juste flagrant. Donc, je vous disais, à la salle de sport femmes dans laquelle je suis, quand je suis à côté de femmes expatriées, il y a des Anglaises, des Américaines, des Canadiennes, enfin des Françaises de toutes les origines. Tout le temps quasiment. À côté, je vois ça regarde des podcasts, business, etc. de femmes. Donc trop bien, c'est génial. Et cet été, en juillet, j'étais à la salle de sport en France, donc à côté de chez nous. Et je me rappelle, j'étais sur mon escalier. Devant moi, il y avait une dame qui était sur son vélo. Et qu'est-ce qu'elle regardait ? Des vidéos de meurtres, de personnes assassinées, Et en fait, je me dis, mais tu vois, en fait, le problème, c'est que quand tu es trop entouré de ce genre d'énergie, à regarder des choses qui sont négatives, etc., ça te donne pas l'énergie à la fin de ta salle de sport de te dire, allez, je me remets au boulot, j'ai des rêves à atteindre. Et en fait, malheureusement, c'est encore une fois l'environnement et l'entourage. Quand tous les gens autour de toi font ça, encore une fois, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc forcément, si tu as l'habitude d'avoir des collègues qui disent « Ah, mais attends, t'as vu ce reportage sur le meurtrier, etc. » Tu vas être tenté de regarder et malheureusement, c'est un cercle un peu vicieux. Contrairement au cercle vertueux où tu regardes des podcasts motivants, tu délivres un vin inspirant, etc., etc. Et là, tu rentres dans un cercle vertueux. Donc c'est un petit exemple, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que malheureusement, on suit ce que notre entourage fait. Et souvent, quand on est entouré de personnes négatives ou qui aiment bien un peu broyer du noir, on se retrouve à être un peu comme ça aussi, même si à la base, on ne l'était pas forcément. Absolument. Et tu le vois par exemple aussi, ça c'est un truc, ça me fait penser, tu le vois aussi par exemple dans les hôtels 5 étoiles. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Un jour, on partait en vacances comme ça un été. Et en fait, près de la piscine, ils avaient mis des bouquins comme ça. Et tu voyais plein de bouquins orientés mindset, business. Tu vois, orientés vraiment vers des choses qui peuvent te faire grandir, tu vois. Plutôt que tu vas malheureusement dans des endroits où malheureusement c'est peut-être beaucoup moins cher, ou alors peut-être dans un autre environnement où là effectivement on va plus te parler des ragots, des machins, des trucs. Des people, tout ça, exactement, des magazines un peu ragots, etc. Je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs ces trucs-là, mais c'est vrai que ça joue énormément. Donc l'entourage, c'est sûr, et c'est vrai que donc, pour le coup, franchement, Dubaï, ça c'est génial. Top pour ça, c'est vraiment top. Ensuite, on va aborder un point sur lequel on a reçu des questions aussi, c'est la fiscalité. Est-ce que vous êtes parti à Dubaï pour les impôts ? Alors, il faut savoir 2 choses. La première, c'est que nous, nos sociétés en France, on les a gardées. Elles sont toujours en France, donc on paye nos impôts en France. Donc ça n'a pas changé. Maintenant, on a des sociétés à Dubaï. Donc la fiscalité à Dubaï, en fait, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'impôt jusqu'à l'année dernière. C'est ça, Oui, c'est ça. Et maintenant, il y a 9% à partir du moment où tu as 100 000 euros de bénéfices. En dessous de 100 000 euros de bénéfices, tu n'as toujours pas d'impôt. En revanche, à partir de 100 000 euros, tu as 9%. Donc, tu fais 100 000 euros de bénéfices, tu payes 9 000 euros d'impôt. En comparaison, en France, si tu fais 100 000 euros de bénéfices, tu payes 25 000 euros d'impôt. Tu as 25% d'impôt à 100 000 euros de bénéfices. Donc, oui, en effet, ça reste quand même intéressant pour la fiscalité. Surtout en dessous de 100 000 euros, puisque du coup, tu n'as pas du tout d'imposition. Donc là, ça fait une grosse différence avec la France. Mais attention, il faut quand même savoir. Nous, on a ce qu'on appelle des impôts cachés. On s'est rendu compte de ça depuis qu'on est arrivé. Ça, on pourrait le mettre en négatif d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est qu'en fait, déjà, on a ouvert notre société à Dubaï il y a un peu plus d'1 an et demi. Il faut savoir que quand tu ouvres une société à Dubaï, tous les ans, tu dois payer 5 000 euros pour avoir ta société. Peu importe le chiffre d'affaires que tu as fait, même si tu as fait 0 euros, tu dois payer 5 000 euros par an pour garder ta société à Dubaï. C'est donc ça. 20 000 dirhams si à peu près. Tu devais, en fait, en France, renouveler ton cabis tous les ans. Et voilà, et payer 5 000 euros à chaque fois. Et donc à chaque fois, c'est 5 000 parce qu'en fait, dedans, nous, on est une agence qui s'en occupe. Bon, on prend pas non plus. Ouais, je crois pas qu'il y ait une grosse différence. Voilà, peut-être que sans elle, ce serait 4 500, mais bon, pour arrondir, on est à 5 000 euros. Quand même, par an. Par an. Rien que pour peu importe le chiffre d'affaires que tu as fait, peu importe les bénéfices que tu as fait. Donc, vous voyez, il y a déjà 5 000 euros. Il y a une taxe aussi sur le loyer, en fait, tous les mois, pareil. Tout à fait, absolument. Donc ici, en fait, vous avez ça s'appelle DIWA, c'est tout ce qui va être électricité, j'allais dire AC. Air conditionné. Climatisation, voilà, climatisation et eau. Ça, c'est toi qui gères, je sais pas. Électricité, eau, climatisation. Et dedans, en fait, donc dans cette facture-là, il te rajoute un impôt
foncier, on va dire, ou que tu dois payer chaque mois. Et nous, pour vous dire, c'est 500 € par mois. C'est 500 vous vous rendez compte, c'est 6 000 € à l'année qu'on paye en plus. C'est ça. Plus à peu près 0,25% du montant de la valeur du bien. De la valeur du bien. Voilà. Donc pour vous dire, voilà, ça fait 6 000 € par an. par En an. loyer, c'est 5% de votre loyer. Donc je vous rendez compte, c'est-à-dire que 5% de votre loyer par mois. Donc vous voyez, rien que là-dedans, hormis l'école, hormis le, etc. Mais nous, ça nous revient aussi, après à 11 000 € plus par que ça, an. parce qu'il y a les visas. Et les visas aussi. Alors, les visas, c'est 1 250 € par personne. Ouais. Donc ça veut dire qu'effectivement. Un peu plus, hein. Par personne, 1 250 € par an. Ah oui, par an, parce que c'est 2000 Oui, parce que c'est vrai que c'est tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans, mais finalement, si tu lises sur l'année, c'est ça. Ça fait 1 250 € par an. Ouais, c'est ça. Donc, si tu cumules 5 000, 1 250 € de visa par personne. C'est-à-dire que si vous êtes 3, il faut rajouter les 1 250 €, ça nous fait 3 000 et quelques. 3 750. Donc 3 750, ça nous fait 8 750 €. Plus les 5 000 € de la société. Non, c'est que je les ai mis dedans. Donc les 6 000 € de taxes. Plus les 6 000 € de taxes. Bon, alors là, pour le coup, parce que c'est par rapport à notre maison. Oui, ça dépend de votre. Ouais. Voilà, mais déjà, franchement, sincèrement, vous prenez juste, tu prends juste le renouvellement de ton cabis, plus ton visa, tu es déjà à plus de 8 000 €. Donc, si réellement tu payes pas 8 000 € d'impôts par an, au final, il y a des gens qui disent tu viens que pour les impôts. Bon, nous c'était le cas, on payait plus. Mais ce que je veux dire, si tu payes pas plus que 8 000 €, tu viens pas pour ça en fait. Tu viens pas mais que pour ça. De toute façon, de manière générale, au vu du coût de la vie, des écoles, etc., même si tu gagnes sur les impôts, finalement, dans ton train de vie, ça revient quand même beaucoup plus cher ici que de vivre en tout cas en région parisienne. Mais largement. Maintenant, nous, encore une fois, on aime bien ne pas juste regarder le prix, on aime bien voir la valeur et la qualité de vie, la sérénité, la sécurité. En fait, au global, en fait, tu te dis que tu payes pour tout ça, en fait. Tout ça, tu payes pour avoir une ville dans laquelle tu es en sécurité, dans laquelle ton fils s'épanouit. Voilà, mais quand tu peux le faire, tu es content de payer parce qu'en fait, tu te dis, voilà, là, effectivement, je vis dans un contexte quand même qui... En tout cas, on parle pour nous, là, pour le coup, mais c'est vrai que nous sommes très adaptés. C'est très adapté pour nous. Personnel, on nous a demandé... Là, on fait vraiment un retour parce que maintenant, ça fait 1 an. Et je trouve qu'en 1 an, quand même, tu peux quand même faire un bilan de ton installation. Maintenant, il y a des choses. Alors, on vous a parlé aussi de ce qui était beaucoup plus cher, mais les courses, par exemple, il y a des Carrefour. Carrefour, c'est le même prix qu'en France. Donc, pour le coup, les courses à Carrefour, il y a des produits qui sont même moins chers c'est vrai. qu'en France. Et c'est vrai que pour le coup, les courses, tu peux t'en sortir vraiment aussi cher qu'en France, voire même un petit peu moins cher qu'en France, très sincèrement même. Oui, t'as même des magasins qui sont moins chers que Carrefour. Qui sont moins chers que Carrefour, tout à fait. Donc non, les courses, pour le coup, franchement, tu peux t'en sortir pareil, voire moins cher. T'as l'équivalent de Lidl, t'as l'équivalent de tout ce que tu veux. Hein. Et pareil, t'as aussi l'équivalent de Franprix, de Monoprix. Maintenant, ça dépend où tu veux aller, quoi. Mais Et après, les restaurants, franchement, quand tu vas dans des restaurants qui sont pas des restos hyper cotés, dans lesquels t'as des soirées, etc. Quand tu vas dans des restaurants, nous, on sort pas trop, on va au resto dans des malls, dans des petits restos sympas, etc. C'est les mêmes prix aussi. Moi, je trouve qu'en France, je trouve pas que ce soit plus cher. Non, ça, c'est vrai que c'est à peu près. Et pareil, tu vas dans des même food courts, c'est moins cher. Tu vas dans les food courts, c'est beaucoup moins cher. T'as vu, t'as des asiatiques et tout à 8 €. T'as l'entrée, boisson. Mais se faire livrer, c'est beaucoup moins cher. Vous faites livrer. Il y a une application ici qui s'appelle Carim. On peut tout faire avec cette application-là. Et c'est une espèce de Uber Eats amélioré. Et dedans, vous pouvez vous faire commander des plats à 4-5 € avec la livraison. Donc, c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc, à ce niveau-là. Après, oui, les restaurants, effectivement. Alors, après, c'est toujours ça, en fait, Dubaï. C'est que tu peux autant... Ouais, c'est que la tentation, elle est grande. Parce que tu peux aussi te faire des super restos avec des vues de ouf, des beach clubs. En fait, il y a tellement de choses. Nous, on n'est pas des fêtards. Et je me rappelle, au début, on avait une élève à nous qui vivait à Dubaï avant et qui nous avait dit attention, vous risquez d'être tentés, les sorties, etc. Mais c'est vrai que nous, on n'était pas comme ça en France. Donc, franchement, on ne se voyait pas à Dubaï devenir des grands fêtards, etc. Nous, on est vachement focus business, notre famille, etc. Et parce donc, que du coup, sinon, tu peux vite. Ouais, tu peux. Voilà, je me dis des célibataires qui viennent, etc. Tu peux vite être tenté de sortir, de faire des soirées. Je sais qu'il y a certains soirs, quand mes parents sont là, où on sort tous les deux et notre fils il reste avec nos parents, où on s'est fait des restos un peu plus. Mais des fois, on a payé des notes, c'était abusé. Oui, je me rappelle pas la dernière fois au Four Seasons, je me rappelle plus, le Verdé, que je vous déconseille d'ailleurs. Le restaurant Verdé, tu te rappelles pas, Four Seasons, je crois qu'on a payé 400 € à nous deux. Alors que c'était pas ouf. C'était pas ouf, mais juste pour le cadre, pour le marketing, donc c'est sûr que si tu fais ça 2-3 fois dans la semaine, oui, ça peut aller très vite. Mais c'est vrai que nous, on est
pas comme ça. Et Dubaï ou non, on n'est pas à partir en beach club. Nous, depuis qu'on est ici, je crois qu'on a tellement jamais autant bossé parce que pour assumer la vie ici et pour aller chercher nos objectifs, et on bosse à fond. On est focus sur notre famille, notre travail, notre business. Donc voilà pour le petit bilan de l'année. Ouais, c'est ça. La question, tu peux vite partir en vrille et dépenser beaucoup d'argent, ça c'est vrai. Parce que même en famille, tu peux te faire des hôtels toutes les semaines, des parcs aquatiques, des sorties, des parcs d'attractions. C'est trop tentant. Il y a trop de choses à faire. Ça, c'est vrai. Le shopping, le shopping, c'est incroyable. Il y a tout. Toutes les marques, toutes les marques, elles sont accessibles très rapidement. Vous allez chez Louis Vuitton, c'est comme si vous alliez dans vos centres commerciaux de région. Et t'as un Louis Vuitton. Tu rentres facile, t'as pas besoin de faire la queue, machin. Chanel, pareil. C'est vrai que ça peut être vite et même tentant. ne serait-ce que même les Adidas, tout ce que tu veux. Il y a des nouvelles collections tout le temps. Enfin, c'est vrai, quand même. C'est vrai que c'est vite tentant. Bon, alors pour finir sur ce sujet-là, parce qu'en fait, on vous en a parlé, on nous l'a beaucoup demandé sur Instagram. Et alors vraiment, dites-nous en commentaire, est-ce que vous voulez qu'on fasse un podcast, une vidéo vraiment spéciale sur Dubaï, sur les quartiers peut-être qui sont un peu moins chers, les écoles aussi qui peuvent être un petit peu moins chères, etc. C'est un peu plus détaillé si vous voulez. On peut essayer de faire ça si ça peut vous intéresser, de détailler un peu. En commentaire et les questions que vous auriez à ce sujet-là. Et la grande question, c'est du coup, maintenant que ça fait 1 an, est-ce qu'on reste à Dubaï ou est-ce qu'on rentre en France ? Bon, je crois que vous l'avez deviné, bien évidemment qu'on reste. On renouvelle une année. On a déjà renouvelé de toute façon le cabis. Parce que lui, on l'avait fait bien avant. On a renouvelé la société et on reste une année de plus. Parce que, et puis en plus, en fait, on apprend plein de choses ici. On grandit. C'est une expérience pour notre fils aussi. L'anglais, le fait de s'adapter. Pour nous aussi, l'anglais. Ouais, pour nous aussi, non, mais clairement. Mais c'est vrai que quand je pense à notre fils, le fait d'être dans une classe avec des enfants de partout dans le monde, parce que dans sa classe, il a des Égyptiens, des Canadiens. Tako, il y a une petite qui venait du Japon. Enfin, des enfants du monde entier. Et c'est trop bien parce que l'ouverture d'esprit, elle est incroyable. Et le fait que du coup, il est aussi à parler anglais. Et puis voilà, pour nous. C'est une bonne expérience. Ça t'apprend des choses. Donc si un jour vous pouvez le faire, franchement, sincèrement, je le conseille. Après, effectivement, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Oui, bien sûr. Même si c'est rare, quand même. Mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Quand même, non, mais après, pas forcément à Dubaï, mais je sais qu'il y a plein de gens qui hésitent à s'expatrier. On a plein d'élèves même qui font notre formation en disant moi, je rêverais d'ouvrir mon agence, mais dans un autre pays. Et c'est vrai que du coup, nous qui l'avons fait. Le faire, franchement, oser. Ouais, clairement. Parce que ça peut être dur des fois de prendre la décision de le faire, mais quand tu le fais. T'apprends tellement de choses, c'est un truc de fou. J'aurais dû le faire avant. Ouais, t'apprends tellement de choses, tu grandis en une année. Il y a pas que Dubaï, effectivement. Il y a plein d'autres. Il y a plein de pays. Exactement. Qui peuvent largement vous convenir. Ouais. Je sais que je te dis, on a des élèves il y en a une qui veut ouvrir une agence au Canada, au Portugal, et qui du coup s'en vont de la France pour aller ouvrir leur agence événementielle ailleurs. Donc, trop bien. Carrément. Bon, voilà pour le petit sujet Dubaï. On espère que ça vous a plu. Et on va basculer maintenant sur les questions, les fameuses questions qu'on a reçues. Les questions qu'on a reçues, c'est ça ? Yes. Allez, vas-y. Dis-nous tout. Bon, la première question qui est vraiment pas mal, qui est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la décoration événementielle ? Alors, qu'est-ce qui nous a donné envie ? À la base, c'était toi qui t'es lancé. À la base, c'était plus par passion parce que ce secteur, il me tentait. En fait, je connaissais absolument rien quand j'ai commencé l'événementiel. Pour ceux qui ne connaissent pas trop mon parcours, moi à la base j'étais salariée dans le tourisme. Je n'avais jamais fait d'événementiel de ma vie. J'avais jamais entrepris. Mais je sais pas, ce secteur il m'attirait. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Donc à la base c'est la passion, l'envie de participer à des événements joyeux, d'apporter du bonheur dans la vie des gens. Franchement à la base c'était ça. Notre mariage aussi quand même. Notre mariage nous a beaucoup donné envie. Ouais, c'est vrai. D'organiser, etc. Donc on a adoré. Donc à la base, c'est parti de ça. Et après, toi, tu étais déjà entrepreneur, mais moi, je me suis trouvé une passion pour l'entrepreneuriat. J'ai adoré entreprendre. C'est vrai, mais c'est venu après. Ouais. À la base, c'était la passion. Et je pense que c'est le cas de plein de... En fait, je pense que quand on se lance dans une entreprise par passion, donc ça peut être l'événementiel, mais ça peut être les ongles, ça peut être la coiffure, ça peut être plein d'autres secteurs. Je pense qu'à la base, tu le fais parce que tu es attiré par ce domaine-là et parce que tu as envie d'en faire ton métier. Tu fais peut-être ça des fois le week-end. Moi, j'adorais, je sais pas si tu te rappelles, je faisais l'anniversaire des TAN, etc. Mais oui. Et en fait, à la base, et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, pourquoi je ferais pas ça en étant payé ? Et donc, à la base, je pense que c'est la passion qui fait que tu te lances et qu'après, tu es pris par
l'entrepreneuriat et que du coup, tu kiffes créer ton entreprise, la développer, aller trouver des clients, fixer des objectifs, les atteindre, les dépasser, te mettre des nouveaux challenges, etc. Oui. etc. Parce que tu passes d'une décoratrice un peu amatrice à vraiment quelqu'un de professionnel, chef d'entreprise. Et là, tu as des objectifs, etc. Donc, du coup, c'est vrai que tu changes un peu ton état d'esprit. Et puis là, tu te rends compte que tu peux gagner ta vie bien plus qu'en étant salarié. Tu te rends compte que... Tu peux être bien plus... libre entre guillemets parce que tu choisis quand tu prends des événements, pas d'événements. C'est vrai. Moi je me rappelle au début, je sais qu'il y en a plein qui se posent des questions, donc je me dis ça va sûrement répondre. Oui, mais moi j'ai des enfants, etc. Il faut savoir une chose, moi quand je me suis lancée, notre fils il avait 3 ans et surtout 95% de nos élèves sont mamans. Oui, qui font notre formation. Absolument. Et toutes nos élèves qui font des 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires, elles sont mamans de 1, 2, 3 enfants. Ouais. Donc en fait, c'est un secteur dans lequel la plupart des entrepreneuses, elles sont mamans en fait. Ah, mais ça n'empêche pas. Complètement. Ça n'empêche pas. Et justement, moi, je sais pas si tu te rappelles, mais au début, des fois, on avait des événements les samedis. Le mercredi, avec Ethan, il n'allait pas école, donc on profitait des mercredis. Et puis des fois, on travaillait le samedi, mais pas le dimanche. Et après, c'est toi qui es libre d'accepter aussi des événements et d'organiser ton planning comme tu veux. Donc je dirais qu'à la base, qu'est-ce qui nous a donné envie de nous lancer dans la décoration événementielle ? C'est l'appel de ce secteur que moi je trouvais passionnant. Et en plus, moi je pense qu'il y a un truc qui est vachement lié. Faites-le, notez si le secteur de l'événementiel c'est quelque chose qui vous attire. Notez sur une feuille pourquoi ça vous attire. Et souvent, tu as ce truc de j'ai envie d'apporter du bonheur dans la vie des gens, j'ai envie de célébrer avec eux des beaux moments de leur vie. Et moi, je me suis vite rendu compte que c'était quand même vachement lié à... J'étais dans le tourisme. Après, je me suis rendu compte que c'était quand même vachement lié. Le tourisme, c'est pareil. Je vendais des voyages à des gens, donc c'était des moments incroyables en famille, des lunes de miel, etc. etc. Et donc, je trouve que c'était quand même vachement lié. Et à l'inverse, on a beaucoup de personnes qui se lancent et qui sont dans des métiers style infirmière. Et qui font un burn-out et qui se disent moi maintenant j'ai envie justement d'aller vers la décoration événementielle et d'être là pour célébrer des moments joyeux avec des gens, etc. Mais donc des fois c'est à l'inverse en les aidant à organiser des événements, mais cette fois-ci des événements joyeux. Exactement. C'est vrai que oui, c'est ça en fait qui au début c'était la passion concrètement, donc des fois peut-être le point de ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que la décoration événementielle elle vous appelle. Et des fois souvent vous allez voir que c'est ça, c'est cette envie d'aider les gens à organiser des événements incroyables, inoubliables, joyeux, des événements importants. C'est ça. Donc voilà, pour la décoration événementielle, je dirais que c'est ça. Quoi d'autre comme question ? Quel a été votre plus gros challenge au démarrage ? Comment vous l'avez surmonté ? En fait, je dirais que le plus gros challenge, si je me remets vraiment dans la peau de Magali en 2018, c'est qu'au début, je me suis dit, j'adore la décoration événementielle, c'est trop bien, on va aider les gens, etc. Et sauf qu'en fait, t'es dans l'euphorie, mais t'oublies que là, c'est pas de la passion. Là, t'as envie d'aller gagner ta vie parce que t'as quitté ton CDI. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai quitté mon CDI. Moi, j'avais fait une rupture conventionnelle, mais je me suis dit, mais en fait, meuf, maintenant, il va falloir aller trouver des clients. C'est ça. Donc, en fait, je pense qu'au début, c'est ce truc de... Parce que quand t'es salarié, moi, par exemple, j'étais salariée dans une agence de voyage. J'étais commissionnée sur les chiffres, etc. Mais les gens venaient à moi. La société dans laquelle je travaillais, elle faisait le marketing, elle faisait le branding, elle faisait tout. Elle faisait tout. Elle me ramenait en tout cas des gens, des clients. Mais quand tu te lances, mais les gens, ils n'ont pas attendu que Magali Benzid ait créé son agence événementielle. Ils savent pas que je vais me lancer. Donc en fait, c'est là où je me suis dit, je pense que c'était ça le plus gros challenge au démarrage, c'est que je me suis dit, mais en fait maintenant, il va falloir aller trouver des gens qui sont prêts à payer pour ça. C'est ça en fait. Et souvent, je me rends compte, c'est un peu l'erreur et le problème qui se passe dans 90% des gens quand ils se forment pas au début. C'est j'adore la décoration événementielle, je fais ça pour mes enfants, je vais me lancer. Ce qui est génial parce que du coup, pareil, tu te lances par passion. Sauf qu'en fait, ils ont ce truc d'oublier mais en fait, maintenant, il va falloir aller chercher des clients, des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc, je dirais que c'est un peu ça le gros challenge au début. Au début, oui, c'était clairement ça. C'est la passion géniale. Ok, maintenant, va trouver des gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans tes prestats. Pas connus, pas de budget marketing, pas inconnus sur les réseaux sociaux. Il a fallu forcément passer par tous ces challenges-là qu'on a relevés. Il faut quand même se mettre en tête parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui se disent qui nous voient avec peut-être travailler avec des grandes marques, des célébrités et tout, mais au début, personne ne nous connaissait. On n'avait aucun réseau, aucun contact. On n'a pas fait de grandes écoles ou autres. On n'est pas né dans Paris 16e ou Paris 8e. Nos parents, les pauvres, c'est pas eux qui allaient nous ramener des contacts. Donc en fait, nous, on est partis de zéro. Donc en fait, mais c'est trop bien parce que pour moi, ça reste quand même, franchement, c'est à refaire. Tu vois, si on te dit, ouais, mais si on te donne, tu commences, mais t'as le réseau, t'as les contacts, t'as fait des grandes écoles, donc t'as des contacts. Alors, vas-y, tu penses que tu choisirais quoi ? Moi, je choisirais de pas
avoir. Je choisirais de repartir de zéro. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu pars de zéro, t'as quand même ce truc de t'as la dalle. T'as rien à perdre. Parce que t'as rien, de toute façon. T'as rien à perdre. Et en plus, en fait, le travail bat le talent. Le talent, quand je dis le talent, ça peut être le piston, le fait d'avoir des contacts, etc. Et en fait, le travail, il bat tout ça. Donc en fait, quand tu sais que t'as pas tout ça, tu vas aller prospecter comme on a fait pendant des heures, des mois. On travaille pas, on a contacté des centaines, des milliers de personnes. Ouais. On a tout donné. Mais ça, en fait, ce que tu soulèves, c'est quand même pas mal. Parce qu'en fait, il y a souvent des gens qui pensent qu'en fait, en ayant du réseau, mais ils pensent que du coup ça va décoller et puis ça va fonctionner, tu vois. C'est bon, papa il connaît, maman il connaît, moi je connais un peu, tout, mais au final en fait, on le voit, on a plein de gens. Non. Et moi j'ai même envie de vous dire, limite, si vous avez du réseau, si vous avez des parents qui ont de l'argent, etc., tant mieux pour vous, vous pouvez réussir, mais en fait ne misez pas sur ça. Faites comme si... C'est du plus, quoi. Voilà. Faites comme si vous n'aviez pas de réseau. Faites comme si vous n'aviez pas d'argent. En fait, comme si tu n'avais pas de bouée de sauvetage. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es dans trop de confort, c'est bon. Moi, je vous le dis, on en a eu plein, même des élèves très fortunés, même parfois. Ah oui, mais moi, ma mère, elle a plein de contacts. Ah oui, mais moi, mes parents, ils connaissent plein d'entrepreneurs, etc. Mais en fait, dites-vous une chose. Quand il faut payer, vous avez beau être la fille de qui vous voulez, les gens, quand ils prennent leurs décisions, ils prennent leurs décisions sur des gens qui sont pros, qui montrent de quoi ils sont capables, qui ont un vrai engagement, qui ont une bonne expérience client, qui ont des bons feedbacks, etc. C'est pas... Ils achètent pas. Quand il faut payer, à la limite, quand c'est gratuit. Il faut qu'ils voient de la valeur, quoi. Mais à la limite, c'est quand c'est gratuit, t'es la fille d'eux, elle te fait une presta gratuite, bon, à la limite. Mais quand il faut payer, je peux vous dire que c'est plus du tout la même chose. Donc si vous avez plein d'argent, plein de contacts, écoutez, tant mieux pour vous, ou pas, mais en tout cas, faites comme si c'était pas le cas. Et moi, je pense que les gens qui n'en ont pas, qui partent de zéro, qui n'ont aucun contact, c'est une chance. Vraiment. Absolument. Souvent, ils disent... Non, mais parce que je te dis ça, parce que souvent, ils disent que non. Ouais, mais moi, c'est pas une chance, tu vois, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme, tu vois, j'ai pas... Rien de tout ça n'est vrai. C'est totalement faux. Au contraire, pour moi, c'est une grande force. Oui, parce que t'as la dalle, du coup. T'as pas le choix. Faut que tu te sortes de toute cette mouise. Donc, tu vas tout faire, tu vas aller prospecter, tu vas tout faire, toutes les... Peut-être les choses un petit peu ingrates au début, mais qui vont tellement te rapporter. Surtout. Tu vas tout donner. Donc, donc voilà. La passion, c'est génial. N'oubliez pas que c'est un business que vous lancez. Et même si, comme c'est le cas de plein de monde que je connais, plein de nos élèves, tu fais ça en side business, c'est-à-dire tu as ton CDI et tu fais ça les week-ends, tes jours fériés, etc. Tu fais des événements. En gros, tu le prends un peu comme un complément de revenu. Nous, on a des filles, elles font ça, elles gagnent 1500, 2000, 3000 euros en plus de leur salaire. Et elles prennent des événements quand elles ont envie, etc. Elles kiffent. Mais même si tu fais ça à côté de ton CDI, il faut quand même aller trouver des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc aller trouver des clients qui sont prêts à mettre l'argent, ça c'est pour moi hyper important. Quelle est la différence entre une bonne décoratrice et une décoratrice qui réussit financièrement, selon toi? Une bonne décoratrice, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, une bonne décoratrice qui reste une décoratrice amateur qui se fixe que sur la partie créativité, faire des beaux décors. Et une décoratrice qui... C'était quoi ta question? La différence entre une bonne décoratrice et une décoratrice qui gagne de l'argent dans ce business-là. C'est l'entrepreneuse. C'est la décoratrice entrepreneuse. C'est celle qui applique des méthodes, des stratégies de marketing, de vente. Et là, tu fais complètement la différence. Parce que là, effectivement, ça te permet de pouvoir gagner bien plus qu'une simple décoratrice... passion, quoi. Ouais, et puis en plus, nous, ça fait quand même bientôt 9 ans qu'on est dans le secteur de l'événementiel et on en a vu passer des décoratrices qui ont ouvert, fermé, etc. Et pourtant, des décoratrices, des fois, qui faisaient un super boulot en créativité, qui travaillaient très bien. Mais c'est encore une fois la preuve que le talent, ça suffit pas. Non. Tu peux hyper bien bosser. Maintenant, si tu as une expérience client pourrie, que les gens, quand ils parlent de toi, ils disent bah ouais, franchement, c'était beau, mais franchement, elle est pas réactive, elle arrive en retard, elle est pas très agréable, etc. Ça tient pas sur le long terme. Si tu fixes des prix au ras des pâquerettes, que tu fais très peu de marge, ça ne tient pas sur le long terme. Si tu fais pas de marketing, ça ne tient pas sur le long terme. Si tu mets pas en place une vraie stratégie d'acquisition client, d'expérience client, de fidélisation, en fait, ça tient pas sur le long terme. Donc c'est ça la vraie différence entre une... Pour vous, en fait, je sais que sur Instagram, souvent c'est une bonne décoratrice, elle fait des beaux décors. Bien sûr que c'est hyper important, mais c'est 20%. Oui. Donc en fait, la différence, c'est la décoratrice qui sait faire du business. C'est la décoratrice entrepreneuse. Ouais, et je dis la décoratrice, on a des garçons aussi, donc décorateur, entrepreneur. C'est celle qui sait allier les deux, moi, je pense. Exactement. Pour moi, le combo des deux, c'est le combo gagnant. Bien sûr, si tu sais faire un bon marketing, tu vas attirer du monde, mais si ton produit n'est pas du tout bon, malheureusement, ils ne vont pas vouloir l'acheter. Hein. Ouais. On est tous pareils. Ils ne reviendront pas. Ou ils ne reviendront pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est vraiment allier les deux. Ensuite,
quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à se lancer ? Quel conseil ? Le premier conseil que moi je donnerais, c'est arrêter d'attendre le moment parfait. Arrêtez d'attendre d'être prêt. Arrêtez d'attendre d'avoir la bonne carte de visite. Arrêtez d'attendre d'avoir le bon nom, le bon logo, le bon Instagram. En fait, tout ça, c'est la peur qui vous retient. Et en fait, vous attendez la perfection pour vous lancer, sauf que la perfection, elle n'arrivera jamais. Le bon moment, il n'arrivera jamais. Le bon timing, il n'arrivera jamais. Vous aurez toujours une raison. Non, mais les enfants qui sont encore petits. Non, mais je vais me marier, c'est pas le moment. On est en train d'acheter la maison. Non, mais là, je suis dans un CDI, je vais avoir une promotion. Non, mais il y a mon 13e mois qui arrive. On peut se donner toutes les excuses du monde. Donc, en fait, n'attendez pas d'être prêt. Vous ne serez jamais prêt à 100%. Jamais. Passer à l'action massivement. Voilà. Franchement, pour moi, c'est ça le meilleur conseil, en fait. Parce que les gens pensent qu'il faut d'abord avoir confiance pour ensuite passer à l'action, mais c'est l'inverse. En fait, tu passes à l'action. C'est l'action qui crée justement votre confiance. En fait, tu prends confiance en passant à l'action, en te confrontant au marché, en allant parler à des gens, en créant tes premiers décors, en allant faire du marketing, en allant prospecter les gens, en faisant tes premiers événements, en signant tes premiers contrats, en faisant des premières erreurs. Et là, t'as des opportunités. Mais oui, et puis c'est là que tu crées. Et c'est là que tu gagnes confiance en toi, que ton syndrome de l'imposteur, il s'en va petit à petit. Parce que bien évidemment que le syndrome de l'imposteur, on l'a. Et j'ai envie de dire, en fait, le syndrome de l'imposteur, tu l'as toute ta vie quand tu es entrepreneur. Dès que tu lances un nouveau projet, dès que tu lances un nouveau produit, une nouvelle entreprise, tu l'as de nouveau. Donc en fait, nous aujourd'hui, ça fait moi, ça fait bientôt 9 ans que je suis entrepreneuse. Toi, ça fait 20 ans. Ouais, et on vit tout le temps des moments et à chaque fois qu'on lance quelque chose de nouveau, on doute, on se demande est-ce que ça va fonctionner, est-ce que le marché va répondre, etc. Vous croyez que c'est facile comme ça ? Ah, ça y est, c'est bon maintenant. Non, bien sûr qu'on repasse par tous ces moments-là. Ouais, clairement. C'est ça qu'il faut aimer en fait un petit peu aussi, je pense. Ça fait partie du processus. Donc, il faut aimer se rechallenger, etc. Et de toute façon, des échecs, vous allez en avoir. Donc, passez à l'action. Vous avez des échecs, vous apprenez de vos échecs et vous recommencez un peu mieux et ainsi de suite. Clairement. Et c'est comme ça que tu arrives à faire vraiment le truc qui est presque parfait. Ouais. Moi, j'en ai une super pour toi. Allez, vas-y. On n'en a jamais parlé. Allez. Accrochez-vous. C'est la première fois qu'on en parle. On a une question à ce sujet. Comment gérez-vous la concurrence ? La concurrence ? C'est pas difficile. Faut pas la regarder. Faut pas la calculer, la concurrence. Moi, ce qui m'intéresse, mais vraiment, je vous le dis sincèrement, ce sont mes clients, mes futurs clients. Comment je peux les aider ? Qu'est-ce que je peux leur apporter ? Comment je peux améliorer les choses pour avoir une bonne expérience client ? Mais je vous jure que c'est vrai, je ne regarde pas. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent parmi nos concurrents, nos confrères, on va dire, ce podcast. Je ne vous regarde pas. Non, mais désolé, mais c'est la vérité. En fait, ce que je trouve hallucinant, c'est parce que souvent, nos élèves, ils nous en parlent, etc. Alors déjà, dans l'événementiel, pour moi, on n'a pas de concurrence parce qu'aujourd'hui, les personnes qui font de la décoration événementielle en France, les personnes qui font les plus belles choses, qui ont la meilleure expérience client, c'est nos élèves. Donc... c'est évidemment pas des concurrents, au contraire, on leur donne des demandes clients qu'on peut pas gérer. Limite, quand ils signent des contrats, on est trop content. Donc, c'est pas des concurrents. Bah oui, on leur donne des demandes clients. Donc moi, je suis trop contente quand je vois que nos élèves ils décrochent même d'anciens clients à nous, etc. Donc, pour moi, dans l'événementiel, on n'a pas de concurrence. Très sincèrement, les meilleurs aujourd'hui, ce sont nos élèves. Je suis très sincère. Et ensuite, dans la formation, en fait, ce qui est incroyable, c'est que comme tu le disais, nous, on a toujours été focus sur nos clients. On est tout le temps obsédés par nos clients, comment on peut aider nos clients. Et en fait, je trouve ça dingue, parce que moi, je le vois, que des gens viennent regarder nos stories tous les jours, copier le contenu qu'on fait, viennent à nos challenges, à nos webinaires pour reprendre ce qu'on dit. Enfin, moi, en fait, je ne comprends pas. Nous, au contraire, on va tout le temps être en train de se dire comment on peut faire différent. Comment on peut faire pour servir nos clients, avoir une meilleure expérience client, les aider. Nous, dans la formation, par exemple, la seule chose, quand on se réveille le matin, la seule chose à laquelle on pense, c'est de se dire comment on peut aider nos clients, comment on peut faire pour qu'ils réussissent encore mieux, comment on peut faire pour que leur entreprise elle se développe encore mieux. Parce qu'en fait, mais d'ailleurs dans tous les domaines. Oui, clairement. Sincèrement, si vous êtes dans un autre domaine, moi, je vous le dis, ne copiez pas vos concurrents. Et ne parlez pas d'eux. Comment voulez-vous qu'ils fassent la différence entre vous et eux, du coup, les clients ? Pensez aux clients. Dites-vous. Comment je peux faire la différence ? Mettez-vous à leur place 2 secondes. Comment voulez-vous qu'ils fassent la différence si vous ne faites pas vous-même la différence ? Si vous ne mettez pas en avant votre différence ? Ils ne peuvent pas faire la différence. Ils n'arrivent pas à comparer du coup. Vous faites tout pareil. Ça, c'est vraiment le truc que moi, d'ailleurs, même en formation, on le déconseille absolument et on leur dit bien. De toute façon, on leur dit bien de même pas voir la concurrence, de même pas aller regarder la concurrence. Vous pouvez... Au début.
pour savoir un peu ce qui se passe sur le regardez marché. Un peu ce qui se fait sur le secteur. marché, ce qui évolue, etc. Mais après, dans l'année, focus client, retour client. Ouais. Ça, c'est la meilleure. La meilleure façon de pouvoir effectivement faire la différence sur le marché, c'est d'écouter ses clients. C'est de demander à son client qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que ça aille mieux, etc. Et c'est là où vous faites évoluer votre expérience. Et c'est surtout qu'en fait, par expérience, ne parlez pas de vos concurrents, ne les calculez pas. Nous, d'ailleurs, on les calcule pas, mais finalement, on pourrait même les remercier parce qu'ils nous ont rapporté tellement de clients. Absolument, parce que sans nous, on les calcule pas. Mais eux, ils parlent tout le temps de tout. Pas forcément en bien, mais attention, sachez une chose, qu'on parle de vous en bien ou en mal, le plus important, c'est qu'on en parle. Donc nous, quand on parle de nous, même si c'est en mal, on sait que ça nous rapportera forcément du business. Donc là, c'est un petit tips que je vous donne, parce que vous regardez peut-être notre vidéo. Ne parlez pas de vos concurrents, puisque vous leur faites de la publicité. Évidemment. Donc voilà, donc nous, la concurrence, c'est vraiment pas un truc. Focus sur vos clients, apporter une meilleure expérience client possible. Ouais, et ne copiez pas. Arrêtez de copier ce que les autres font, disent. Pareil dans le marketing. Je comprends pas, moi. Ça, quand je vois des publicités ou du marketing qui ressemblent à l'un de vos concurrents, ça n'a aucun intérêt. Justement, allez faire différent. Allez vous inspirer dans d'autres secteurs. Je sais pas, par exemple, t'es pâtissière, et ben ne va pas regarder ce que d'autres pâtissières font. Va regarder ce que des photographes, des DJ, enfin n'importe quel secteur, même des vendeurs de voitures. Des fois, ils vont faire de la com que tu peux reprendre toi dans la pâtisserie et qui va être complètement différente et qui va te différencier. Donc ça, c'est vraiment un truc qui pour nous est évident et vraiment qui est game changer. C'est focus-toi sur tes clients plutôt que sur. Le pire, c'est que pour finir avec la concurrence, c'est que des fois, tu vas même copier les bêtises de la concurrence. Clairement. Même d'ailleurs, souvent, c'est ce qui se passe. 9 cas sur 10, c'est que les gens copient les bêtises de la concurrence. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Yes. Donc, on continue dans les questions qu'on a reçues sur Instagram. Là, j'ai une question. Comment gérez-vous vie pro et vie perso en tant qu'entrepreneur ? C'est une très, très, très bonne question. On fait comme on peut, j'ai envie de te dire. Après, c'est vrai que nous, on a la spécificité quand même d'entreprendre en couple. On est quand même associés sur toutes nos sociétés. On a quand même 3 sociétés. On est associés sur les 3. Donc, forcément, en fait... Mais après, je pense que c'est un peu un état d'esprit, une façon d'être. Nous, vie pro et vie perso, c'est un peu lié. C'est beaucoup lié. Puisque on fait pas vraiment de différence... Enfin, je sais pas comment dire, quand on rentre à la maison, on se dit pas, on parle plus de business. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on entreprend ensemble, parce que notre fils, il fait partie aussi de l'aventure. Maintenant, il y a quand même peut-être un conseil que je peux vous donner que nous, on n'a peut-être pas fait au début et on se rend compte maintenant, au bout de 8 ans, que c'était peut-être une erreur. C'est quand même de savoir à des moments couper, dans le sens où, en fait, nous, pendant 8 ans, même quand on était en vacances, tous les jours, on faisait des calls clients, on répondait aux messages clients, on faisait du marketing, etc. Et en fait, on se demande, on rentrait en septembre, on était quand même un peu, on n'avait pas l'impression forcément de s'être reposé. Aujourd'hui, on se rend compte que juste pendant 24 heures, de se dire, pendant 24 heures, on se fait quand même une parenthèse, ça nous permet quand même des fois de mieux récupérer. Même si quand il y a une urgence, on va quand même la gérer. Mais là, tu vois, par exemple, cet été, l'équipe, elle est partie en vacances. On a fait exprès de prendre on n'a pas pris de repos, on n'a pas pris de vacances, mais il y a quelques jours où pendant que l'équipe était pas là, où on s'est dit, aujourd'hui, on essaie quand même de vraiment profiter avec notre fils, etc. Et Je suis entièrement d'accord, sauf que je me rappelle toujours des débuts, et il faut toujours s'en rappeler des débuts. Mais je l'ai dit, pendant 8 ans, on l'a pas fait. Ouais. Mais je pense... Au début. On n'est pas d'accord sur tout, vous voyez. Je pense qu'au début, en tout cas, il faut garder cet état d'esprit-là, même si c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est dur, mais en fait, c'est plus facile de dire ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Tu vois, il faut dire ce qu'il est. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, on devrait plus le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe, on a un processus qui est mis en place, on a voilà, le process, il est bien mis en place. Non, mais là, par exemple, je prends un exemple, je sais pas, quelqu'un qui est lancé depuis 2-3 ans et qui, l'été, se dit, je pars et que tu bosses tout l'été, tu as le droit une journée de dire, aujourd'hui, peut-être que je coupe et demain. Mais maintenant, c'est vrai que nous, au début, quand je vous dis au début, pendant 8 ans, jamais de la vie, on n'a pas répondu à un call client parce qu'on était en vacances, parce qu'on se disait, le business, on peut pas se permettre d'avoir, on a des fois écourté nos vacances pour rentrer plus tôt de vacances, pour pas louper un client. Un client important, Mais là où je te rejoins, peut-être que c'était de long. 8 ans, effectivement, on aurait dû le faire avant. Mais c'est vrai qu'au début, franchement, il faut que tu te donnes à fond. Oui, mais les 3 premières années, bien sûr. Ou alors tu passes le relais. Tu dis, ce jour-là, je sous-traite, je fais traiter. Je demande à quelqu'un de gérer mes messages Instagram pour pouvoir quand même répondre. Ça, c'est vrai. Ça, on aurait dû le faire plus. Qu'on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être dû faire. Parce que pour nous, c'est inenvisageable quand même de dire on répond pas à nos clients pendant 24 heures. Donc, le fait de le déléguer à quelqu'un, ça te permet de dire, allez, pendant 24-48 heures, je coupe. Mais par contre, je sais qu'il y a quelqu'un qui répond aux messages de mes clients. Ouais, totalement. Donc, voilà. Et après, sinon, gérer pro, vie perso...
Nous, pour nous, tout est lié. Donc, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas... Après, c'est très, je pense, c'est très particulier. Enfin, c'est très personnel. Ouais. Donc, ça dépend, vous, comment vous avez envie de gérer votre vie pro et votre vie perso. Mais je pense qu'à partir du moment où tu entreprends, tu peux pas avoir la même mentalité qu'en tant que salarié. En tant que salarié, les gens qui rentrent chez eux à 17h et qui disent pour moi, le boulot, il n'existe plus. Pour moi, quand tu es entrepreneur, ça n'existe pas. Non, ça n'existe plus, c'est certain. C'est pas possible. Que, normalement, tu aimes tellement ce que tu fais que tu n'as pas besoin de dire ça. Si tu es dans un boulot salarié où tu détestes ce que tu fais, c'est normal qu'à 17h, tu n'as pas envie de parler du boulot. Après, quand tu aimes ce que tu fais, mais en tant que salarié, tu rentres. Des fois, moi, je me rappelle, j'étais salarié. Exactement. J'étais quand même impliquée. Je rentrais chez moi, je regardais les chiffres, l'agence où elle en était, etc. Donc, je pense qu'après, c'est une mentalité aussi. Absolument. Après, il y a un temps pour tout. En revanche, c'est vrai qu'il faut des fois se donner un temps pour les enfants, un temps pour la famille. Ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, on arrive quand même. On a toujours réussi à le faire. Et après, dans une journée, moi, je pense par exemple que même pendant les vacances, là, par exemple, des enfants, moi, c'est vrai que je préfère me dire le matin, je sais pas, pendant 3 heures, je suis consacrée à mon fils, mais du coup, je ne bosse pas du tout. Et après, à midi, là, je me mets sur mes mails, sur mes clients. Parce qu'en fait, quand tu fais les deux en même temps, tu profites pas de ton fils, t'es moitié concentré sur tes clients. Donc c'est vrai que je préfère quand même répartir mieux le temps en se disant là c'est le temps en famille, là c'est le temps que pour mon fils, maintenant c'est le temps que pour bosser. Et je trouve que t'es quand même beaucoup plus efficace comme ça qu'en essayant d'être chiant en même temps en train de répondre aux messages. En même temps mon fils il me parle mais je l'écoute même pas. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quand même mieux de répartir tes journées un peu par bloc. Quand tu peux. Parce que des fois c'est vrai que c'est difficile. Ouais. Des fois c'est vrai que c'est difficile. Quand tu dois garder les enfants et en même temps. Mais voilà. Ça fait partie aussi un peu d'entrepreneuriat et il y a tellement de beaux côtés derrière que franchement, sincèrement, tu le vis bien, quoi. Yes. Peut-on commencer sans lieu de stockage ? Voilà, ça c'était bien ça. Ouais. Bien évidemment qu'on peut commencer sans lieu de stockage dans le sens où nous on a commencé dans notre garage. Je sais que ça fait cliché, on a vraiment commencé dans notre garage. Je vous mettrai des photos. Mais au début on stockait dans notre garage, dans le garage de mes parents. Absolument. Puis à un moment on a commencé à stocker dans notre maison et puis on s'est dit on va commencer à peut-être songer un local. Ouais. Exactement. Donc, mais oui, au début, tu peux stocker. Après, essayer de trouver peut-être des garages dans la famille, etc. Mais pour ça, d'ailleurs, il y a une question qui est liée, donc je pense qu'on va pouvoir y répondre en même temps. C'est faut-il beaucoup de matériel pour se lancer ? En fait, le gros problème dans la décoration événementielle, je me rends compte, c'est que souvent, on achète 1 milliard de matériel. Mais ça, c'est une très, très, très mauvaise idée. Il ne faut surtout pas faire ça. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen de pouvoir planter sa trésorerie, dépenser trop d'argent, d'avoir à stocker. Le stockage, ça coûte cher. Faites surtout pas ça. Vous pouvez louer, vous pouvez sous-traiter, vous pouvez faire plein de choses. Ouais, vendez avant de créer votre... Et oui, il y a aussi une technique que nous, on apprend à nos élèves, effectivement. Et comme ça, vous en sortez beaucoup mieux. Complètement. Non, il faut surtout pas. Moi, ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Ne faites surtout pas ça. Ne mettez pas d'argent dans les trucs. En plus, souvent, vous allez acheter des choses qui ne fonctionnent même pas. Exactement. Qui plaisent même pas aux clients. D'ailleurs, souvent, vous achetez des choses qui ne sortent jamais. Donc, non. D'abord, focussez-vous sur je trouve ma clientèle. Je trouve des clients. Je fais mon marketing. Je me fais connaître. Je trouve ma clientèle cible. Je me fais connaître. Je vends mes produits. Et ensuite j'investis sur ce que je dois investir. Mais pas l'inverse. Ensuite, une semaine en immersion avec vous à Dubaï, ce serait génial. Est-ce que c'est réalisable ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ? En immersion, ça voudrait dire... Nous, on pensait plus peut-être éventuellement faire une formation en physique à Dubaï avec des gens de partout, de Dubaï, mais aussi de France, des dom-toms, enfin des gens qui voudraient venir, avec une formation ici, réalisation de décors ici. Ça, c'est quelque chose auquel on avait songé en mêlant business et décor événementiel. Ça serait canon. Donc, écoutez, Clarisse qui a posé cette question, mais vous aussi qui regardez le podcast, dites-nous si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Quelles sont les pires galères rencontrées lors de vos events et comment vous les avez surmontées ? Après, on a fait tellement d'événements. On a fait plus de 1400 événements. Donc, on en a eu des galères. Oh que oui. On en a eu des galères, on a eu des imprévus. En fait, ce que nous a appris moi, je pense que la meilleure leçon qu'on a tirée de tout ça, c'est qu'en fait, on a essayé, plus les années sont passées, d'anticiper le maximum de choses pour que le jour J, les imprévus qui arrivent, ce soient vraiment des imprévus qu'on n'aurait pas pu anticiper. Quand je parle de ça, je suis pas en train de pas anticiper la météo et du coup le jour J il pleut, qu'est-ce qu'on fait ? Ça on l'a anticipé bien avant, c'est d'ailleurs ce qu'on apprend pendant notre formation. Tu peux pas ne pas trouver de plan B pour ton événement et attendre le jour J de savoir où est-ce que tu t'installes. Donc on a essayé d'anticiper tout
ce qui pouvait arriver. Et le jour J, quand je vous dis... Si, par exemple, quand tu mets tes machines à frites, à machin, tes friteuses et tout, et là, ça saute. Ça, c'est chaud. Ça nous est arrivé, ça. C'était vraiment relou. Ça nous est arrivé. Bon, c'était pas trop de notre faute, mais bon, c'est au final, sur des lieux, des fois, t'as beaucoup de choses. On a nos lettres lumineuses, nos stands, etc. Ouais. Je me rappelle d'un événement, pourtant, on était dans un lieu quand même canon, au pavillon Dauphine, et on avait énormément de matériel, et on avait fait ça dehors, c'était l'été. Et là, le client arrive. Donc, les clients arrivent, ils sont dans les petits cours dans les châteaux gonflables. Et là, coupure de courant, les châteaux gonflables tombent. Tu te rappelles ? Je me rappelle surtout que c'était des enfants. De Messi. Oui, c'était les enfants de Messi. Et premier événement où il vient en plus. Ah ouais. Et là, t'as un coup de pression. C'est pas parce que c'était les enfants de Messi, ça aurait été les enfants de n'importe qui, c'était pareil. Mais là, t'as un coup de pression en fait où les animatrices elles courent chercher les enfants. Donc c'est vrai que c'est des choses, tu peux pas anticiper. Si maintenant on essaye de faire en sorte que la puissance électrique elle soit assez puissante pour tout ce qu'on ramène, mais des fois, je sais pas, t'arrives sur place, t'es en train d'installer et bam, il y a un lettrage qui tombe et qui se casse. Donc c'est ce genre de choses en fait que tu peux pas anticiper. Ça nous est arrivé aussi, on a oublié quelque chose à l'agence. Et t'es à 2 heures de route de l'agence. Bien sûr. Ça, c'était au début, mais galère. Ouais. Alors ça, du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ouais, mais même si on le voit, et pourtant on le voit même sur des grosses structures comme des grosses boîtes. Des grosses boîtes, peut-être qu'on peut pas les citer là, mais des grosses boîtes qui font de la location de mobilier, etc. Et qui des fois arrivent dans le monde entier et qui oublient quoi, Alors ça, c'est pareil quand c'est pas de ta faute. Alors là, c'est aussi embêtant parce que du coup, t'as sous-traité une certaine partie, parce que des fois, ça va vous arriver de sous-traiter une certaine partie. Et là, le mec a oublié, par exemple, des nappes dans ta commande. Après, souvent, il trouve une solution. C'est ça qu'il faut anticiper. On en parle beaucoup sur les anticipations des livraisons. Beaucoup d'anticipation, exactement. Des délais aussi à prévoir. Donc voilà, après, en fait, c'est ça qui est ouf dans l'événementiel, c'est qu'en fait, tu as le côté incroyable qui est... c'est un secteur qui t'amène une adrénaline, une passion, un truc de malade que tu peux trouver, franchement, je pense, nulle part ailleurs. Parce qu'en fait, tu crées des moments incroyables, t'as un timing, t'as les clients qui vont arriver, etc. Donc ça, c'est ouf. Mais en même temps, t'as ce truc de je peux pas me rattraper. Ça veut dire que si j'ai loupé ça, j'ai oublié ça, etc., c'est pas, tu vois, t'es pas dans un truc du genre, tu vas chez le coiffeur, au pire, tu reviens demain et te refais ta coupe. Non, mais là, en fait, les gars, l'événement, c'est aujourd'hui. Si on se loupe, c'est mort. Donc en fait, ça te met une pression. Mais après, moi, je trouve que c'est une pression incroyable. Moi, j'adore parce que du coup, t'es tout le temps en train de dire je peux pas me louper. Donc en fait, tu donnes tout. Et puis t'es fier de toi aussi. Et t'es fier parce que t'as rien lâché, t'as été au bout. Des fois, t'es là, il te reste 1 heure avant que l'événement il commence, t'as encore 1 milliard de trucs à faire et tu sors l'événement à temps. Et donc, je trouve que c'est les deux extrêmes dans l'événementiel. C'est le secteur le plus passionnant que moi perso que j'ai jamais fait dans ma vie, et en même temps le secteur où tu peux pas te louper parce que l'événement c'est maintenant quoi. Absolument. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas des galères, on en a rencontré plein, on en parle. Je pense que là on pourra vous donner des exemples, mais même sur des soirées de webinaire challenge, on en raconte un peu. On a tellement des demandes en mariage ratées. Franchement, on a eu des trucs de ouf. Des oublis, des trucs, machin, on a eu. Bravo, on a eu des et à chaque fois, il fallait se rattraper, donc c'est vrai que c'est... du stress, des paparazzi qui débarquent à un événement, qui prennent nos clients en photo, Tariq et les gars qui vont essayer trop de cacher. Faut pas qu'ils prennent des photos. Faut pas qu'ils prennent des photos, faut pas que ça sorte dans la presse. Des événements qu'on n'a pas le droit dont on n'a pas le droit de parler parce que c'est pour des célébrités. Et toi, tu as envie de le dire, mais tu peux pas. Des événements organisés en moins de 24 heures. Tu dois tout sortir en moins de 24 heures, installer. Souvent, les célébrités, c'est assez rapide. Hein. Un événement où on avait tellement de bouchons. Y avait en fait, on avait enchaîné 2 événements. On avait tellement de trafic qu'on est arrivé. Il nous restait 30 minutes pour installer un événement. Quand normalement, on avait 2 heures ou 2 heures et demie pour installer. On a dû en 30 minutes sortir l'événement alors que c'était la première fois qu'on travaillait avec une grosse boîte. Et on l'a fait. On l'a sorti. mais voilà, on en a eu tellement. Je pense qu'on devrait faire un podcast juste sur ça. C'était pour Disney. C'était pour Disneyland Paris. Mais voilà, je pense qu'on devrait faire un podcast où on mettrait des photos des événements et on expliquerait toutes les galères qu'on a rencontrées parce que franchement, on en a eu. Oui, mais à la fois, c'est l'aventure justement. C'est trop bien. Moi, j'adore. Toutes ces. Après, de toute façon, c'est dans les événements où tu as le plus de galères que tu apprends le plus. Ah oui. Quand tout se passe bien. Bon, voilà, t'es content, etc. Mais t'apprends rien. Quand tu te loupes, je peux te dire que t'apprends plein de choses. Ensuite... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, c'est pas une question, mais c'est je souhaite me lancer dans l'aventure, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas après. Ah bah oui, mais ça, c'est du mindset. Oui, en plus, on en parle exactement. Ça, c'est du mindset.
De toute façon, il faut te lancer déjà pour voir ça. Alors déjà, pour commencer, il faut te former, moi je pense, pour avoir les bonnes méthodes et les bonnes stratégies. Tu peux venir chez nous, tu vas où tu veux, c'est pas le problème. Hein. Mais en tout cas, forme-toi. Et là, tu vas avoir effectivement des bonnes méthodes, des bonnes stratégies. Et si tu te formes, un conseil que je peux te donner, forme-toi avec des gens qui ont déjà réussi dans le domaine, mais vraiment réussi. Tu vois, qui ont vraiment fait déjà... Qui sont passés par toutes les étapes par lesquelles tu vas passer, quoi. Exactement, et parce que forcément, ils pourront répondre à toutes tes inquiétudes. Et puis... Ouais, et puis en fait, à un moment, personne n'a de boule de cristal. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté mon CDI, j'avais une de mes collègues qui m'avait posé cette question-là. Mais attends, mais tu quittes tout, mais t'es sûr que ça va marcher? Mais en fait, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas si ça va marcher. Maintenant, je vais tout donner. Je vais rien lâcher. Je vais tout mettre en application. Je vais être résiliente quand ça va être difficile, etc. Donc en fait, souvent, malheureusement, en fait, c'est la peur qui vous empêche de vous lancer. Et moi, je trouve que c'est triste parce que la vie, on en a qu'une, elle passe très vite. Et en fait, on se lance pas juste parce qu'on a peur de pas réussir, juste parce qu'on a peur de ce que vont dire les autres si on réussit pas. Parce que souvent, en plus, c'est ça qui se cache derrière. C'est ouais, mais qu'est-ce que vont dire les autres si je réussis pas? De toute façon, même si tu réussis, les autres, ils trouveront quelque chose à dire. Donc fais-le pour toi. Et c'est surtout que moi, il y a un truc que j'ai envie de dire. Déjà, pourquoi tu réussirais pas? Si tu mets tout en application, si tu es résiliente, si tu mets en application les stratégies qu'on te donne, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas. Et de toute façon, même si tu réussis pas, le chemin, tout ce que tu auras appris, mais ça vaut des millions et des millions. Comme je disais, nous, si tu regardes le chiffre d'affaires qu'on a fait, on a quand même fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'événementiel. Mais en fait, ce qu'on est devenu, ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu, ça vaut bien plus que tout ça. En fait, et c'est pour ça que la phrase de Jim Rohn que j'adore, ce que tu deviens est plus important que tu obtiens, c'est pour moi la phrase la plus importante dans l'entrepreneuriat. C'est qu'en fait, tu fais ça aussi pour la personne que tu deviens, pour les rencontres que tu fais. Tu deviens quelqu'un souvent plus empathique parce que tu es amené à échanger, à connaître les différents clients, à apprendre de leurs histoires, à apprendre... des fois, tu t'organises des événements pour eux qui sont des événements incroyables, hyper importants. Enfin, tout ce que tu apprends. Ne voyez pas l'échec qui peut être là. C'est pas ça le problème. Et derrière l'échec, regardez bien aussi, souvent derrière l'échec, comme tu disais, c'est le regard des autres qui vous inquiète. C'est peut-être les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire si je réussis pas, etc. Mais en fait, il faut surtout pas que ça vous bloque. Retirez-vous ce boulet-là et avancez. Faites. Partez du principe que vous allez réussir déjà pour commencer. Partez pas du principe que ça va échouer. Et personne ne pourra vous dire si ça va fonctionner ou pas. Mais au moins, vous aurez tenté. Le plus dur, c'est de vivre avec des regrets. Hein. Oui, puis de toute façon, il y a une phrase qui dit que tu penses y arriver ou non. Dans tous les cas, tu as raison. Dans les deux cas, tu as raison. Mais c'est exactement ça. Si tu pars déjà en te disant « je vais sûrement pas réussir », c'est sûrement ce qui va se passer. En revanche, si tu pars en disant « je vais y arriver », ça va peut-être prendre du temps. Je vais peut-être rencontrer des échecs, mais je vais y arriver. Tu as aussi raison. Donc en fait, encore une fois, c'est dans quelle position vous vous mettez. C'est du mindset. Ouais, c'est du mindset à 100%. Ensuite, il y avait une question, comment savoir si on fixe les bons prix sans être perdant ou alors trop cher? Alors déjà, quand tu fixes des prix et que tu es perdant, il y a un gros problème. Quand tu fixes tes prix et que tu gagnes un petit peu d'argent, il y a un gros problème. Quand tu fixes tes prix et que tu gagnes même pas assez de quoi te sortir un salaire, il y a aussi un problème. Donc en fait, trop cher, très sincèrement, vu la peur qu'ont les gens à faire des bonnes marges, je pense pas que tu arrives à être trop cher. Je pense que surtout, malheureusement, il y a un problème de calcul du temps passé. Souvent, on le voit dans la décoration événementielle, c'est une des grosses erreurs que font les personnes qui se lancent, c'est qu'en fait, elles calculent même pas le travail. Elles calculent même pas aussi toute leur créativité, tout ce qu'elles apportent aux gens. En fait, elles vont prendre des ballons, elles vont dire ça m'a coûté tant. J'en ai eu pour 200 € de ballon, je vais revendre ça 300 €. J'ai gagné 100 €. Non, mais là, tu as perdu de l'argent, t'as pas gagné 100 €. Et en fait, malheureusement, souvent, c'est ça. Il y a quand même un certain taux en dessous duquel tu peux pas descendre, sinon tu gagnes pas d'argent. Si tu veux développer ta société, parce qu'encore une fois, les bénéfices que tu vas faire, c'est pas des bénéfices que tu vas mettre dans ta poche à 100%. Tu vas les réinvestir dans ton marketing, tu vas les réinvestir pour développer ta société, pour réussir à avoir un local, etc. Donc en fait, il faut... à un moment, fixer des marges et des prix qui sont cohérents, sinon tu ne tiens pas sur le long terme. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, 100% des gens qui ferment leurs entreprises dans la décoration événementielle, c'est des personnes qui n'ont pas assez de cash. Bien sûr. En fait, clairement. C'est le plus gros fléau, c'est le plus gros problème. Ils ne font pas assez de marge, ils ne font pas assez de cash parce qu'ils ont peur d'augmenter leur prix et ils ne savent pas comment mettre en avant la valeur de leurs produits, la valeur de leur travail.
Et tout ça, ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. Il suffit que tu t'apprennes toutes ces méthodes-là et ces stratégies et tu seras tranquille avec ça. Mais c'est vrai que oui, effectivement, ça, c'est vraiment le plus gros problème. On le remarque, nous, souvent. Et une fois qu'elles passent par chez nous, voilà, ça débloque. Ça débloque complètement ce problème-là. Et derrière, ça change. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est un vrai problème. On voit bien que les gens n'arrivent pas à gagner de l'argent là-dedans. À cause du fait qu'effectivement, ils ne savent pas fixer leur prix. Ils ont peur de fixer leur prix. Et ils ont peur de parler prix, souvent. Ouais. Donc du coup, on va finir avec une dernière question. En quoi votre vie a changé depuis que vous êtes passé de salarié à entrepreneur ? Absolument tout a changé. Oui. Absolument tout a changé. Tout. Je ne sais même pas par où commencer. Au-delà du fait que quand tu es entrepreneur, bien évidemment que tu organises tes plannings, etc. Mais tu ne quittes pas un poste de salarié pour faire moins d'heures. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu ne comptes pas tes heures. Tu vas faire des semaines à 90 heures, 100 heures, parce que tu vas bosser, surtout au début, comme un ouf avant de pouvoir recruter. Absolument. Au début, rappelle-toi, quand on était tous les deux, on faisait les installs, les désinstalls, les ventes, les marketing, etc. On bossait de ouf. Donc, j'ai envie de dire que tout a changé. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais je pense que quand tu nais, je sais pas si tu es né entrepreneur, mais en tout cas, quand tu as la fibre entrepreneuriale, je pense que quand tu te lances, ça te révèle. Je pense qu'en fait, c'est quand tu te lances, tu te rends compte que c'était ça qu'il te fallait. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. J'étais salariée jusqu'à mes 30 ans, donc j'étais salariée depuis 10 ans. Et en fait, quand je me suis lancée, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça. Pourtant, je gagnais bien ma vie, j'étais cadre, j'avais des responsabilités, etc. Ouais, mais il a fallu que tu passes par là pour comprendre que c'était pas ça. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, tout ça, au début, je me disais, non, mais quand je gagnerais plus, quand j'aurais plus de responsabilités. Ouais. Pourtant, franchement, j'étais très bien en salarié. Hein. On me faisait énormément confiance, etc. Et au bout d'un moment, j'ai senti qu'il me fallait autre chose. Et en fait, voilà, je pense que ça a été une révélation pour moi de me dire que en fait, c'était l'entrepreneuriat qui me manquait. Donc, tout a changé. Mais tout a changé parce que pour moi, quand tu es entrepreneur, tu as cette liberté de travailler avec qui tu veux, de choisir tes clients, de choisir tes collaborateurs, de choisir tout, en fait. Et ça ne veut pas dire que c'est facile parce que des fois... malheureusement, tu vas choisir les mauvais collaborateurs, ça va jouer sur ton moral, ça va jouer sur ton équipe, etc. Donc c'est dur. T'as beaucoup plus de responsabilités. Oui, t'as beaucoup plus de responsabilités, mais c'est le côté tu le grandis. Plus difficile d'ailleurs, c'est que t'as beaucoup plus mais vraiment beaucoup plus. Beaucoup plus de responsabilités. Et en fait, quand t'es entrepreneur, je trouve que souvent, c'est pour ça que, alors ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais c'est pour ça que je trouve quand même que souvent, les gens qui se sentaient un peu à part à l'école, souvent, ils se révèlent un peu entrepreneurs. Il y en a plein, en tout cas, qui se révèlent entrepreneurs. Parce qu'en fait, c'est la voie un peu de secours. Ouais, et puis c'est surtout qu'en fait, tu te rends compte que déjà petit, t'aimais pas rentrer dans les cases, t'aimais pas qu'on te dise ce que tu dois faire, tu dois pas faire. Et du coup, c'est vrai que souvent, des gens qui étaient un peu à part à l'école, qui étaient considérés un peu comme hors cadre scolaire, souvent ça se révèle être des bons entrepreneurs. Mais en tout cas, tout a changé pour moi parce que tu apprends beaucoup de choses sur l'humain, tu apprends beaucoup de choses sur le mindset, tu apprends beaucoup de choses sur la résilience. Absolument. Ouais, non, franchement, beaucoup plus épanoui. Ça, c'est certain en tout cas. Parce qu'effectivement, tu apprends tellement de choses, tu prends encore plus confiance en toi. Ouais. Et je trouve que ça te retire un truc quand même si tu es quelqu'un qui est vachement axé sur le regard des autres, quand tu entreprends, je trouve que ça te libère un peu du regard des autres parce que tu te rends compte que peu importe que tu réussisses ou pas, les gens, ils ont toujours un avis sur toi. Absolument. Ils te critiqueront toujours sur les décisions que tu prends, ils te critiqueront toujours sur ce que tu fais, ce que tu fais pas. Et du coup, en fait, ça te libère de ce truc parce qu'en fait, tu as tellement de responsabilités quand tu dois payer des gens, quand tu dois payer des loyers, quand tu commences ton mois avec un point mort à 20-30 000 euros, je peux te dire que tu as une responsabilité quand même sur les épaules qui est énorme et qui du coup fait que tu t'en fous de ce que les autres pensent de toi parce que déjà toi tu veux aller payer les gens, payer tes loyers, payer tes impôts, servir tes clients, etc. Donc je trouve que ça te retire ce truc de ce que les gens pensent de toi. En tout cas moi ça me l'a beaucoup fait, je me suis rendu compte de ça. Absolument. Mais c'est vrai que tu disais tout le monde n'est pas fait, je suis d'accord, mais toutes les personnes qui un jour veulent tenter, faites-le. Faites-le dans n'importe quel domaine, pas spécialement que dans la décoration, mais moi je vous le dis franchement, faites-le parce que c'est un truc que vous risquez de regretter si tu l'as pas fait. Et même si tu te dis pas entrepreneur, ça se trouve tu vas te révéler entrepreneur et du coup tu vas dire putain j'ai bien fait de le tenter. Clairement. Donc voilà, après effectivement beaucoup plus épanoui. Je crois que c'est le mot. Tu gagnes confiance en toi, donc c'est ça. Des fois vous attendez d'avoir confiance.
pour vous lancer, alors que c'est l'inverse en fait souvent. C'est que tu gagnes beaucoup plus confiance en toi parce que tu t'es lancé, parce que tu as mis des actions en place, parce que tu vas avoir des petites réussites. Et d'ailleurs, c'est ces petites réussites qui vont te permettre d'aller chercher encore d'autres réussites, etc. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Oui. Ouais, puis tu te mets pas de limites, tu as des objectifs pour toi. Et puis tu te mets pas de limites, tu dis que tout est possible. Donc tout a changé. Je pourrais en parler des heures. Après, nous, on en parle comme ça avec beaucoup de jovialité, etc. Parce que ça fonctionne. Voilà. Après, je pense que effectivement, quand ça fonctionne pas, tu peux te dire on a quand même des moments difficiles. Hein. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Et c'est ça aussi qu'en France, c'est là aussi où des fois les gens en fait, quand tu choisis d'être entrepreneur en France, il faut un peu te dire que tu choisis d'être un peu la race exclue, quoi. Dans le sens où en France, on est beaucoup sur le bien-être des salariés, etc. Mais on s'en fout un peu des patrons. C'est la vérité. Quand tu es entrepreneur, t'as pas le droit aux acédiques. C'est-à-dire que ta boîte, si elle marche pas, t'as plus d'acédiques. Alors que les salariés, eux, ont le droit aux acédiques. Et c'est toi qui as payé des URSSAF et des impôts et des centaines de milliers d'euros. Donc en fait, il faut prendre ce risque-là en se disant mais par contre, si ça marche, tu peux tout exploser et gagner des fois en un mois ce que tu gagnais des fois en 3 ans de salaire. C'est ça. La vérité. Mais il faut prendre tous ces risques. Il faut prendre des risques. C'est tout. C'est que il faut vous dire qu'à un moment donné, il y a un prix à payer pour tout. Ouais, exactement. C'est qu'il faut prendre tous ces risques-là pour en arriver. Et tu as même des moments très difficiles où tu te dis putain, mais je vais arrêter, je vais faire faillite. Comment je vais pouvoir payer les gens qui travaillent pour moi? Comment je vais pouvoir payer mes fournisseurs? Bien sûr. Ça peut arriver aussi. Donc il faut passer tous ces moments-là par de la persévérance, par de la résilience, par du fait que tu ne lâches pas et que quoi qu'il arrive, tu trouves des solutions tout le temps. En fait, il faut apprendre aussi à être débrouillard. Ouais. Et en fait, c'est ça, ton rôle d'entrepreneur, c'était tout le temps en train de trouver des solutions. Mais bon, après, tu kiffes tellement parce qu'en fait, quand tu te rends compte que tu arrives à te sortir de situations improbables, tu te dis que tout est possible. Tu prends confiance. Tu prends de plus en plus confiance. En fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas l'inverse. T'attendez pas d'avoir confiance pour vous lancer. Lancez-vous pour avoir plus confiance. Bon, voilà, on va finir sur ça parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce qu'il y a des questions aussi auxquelles vous auriez aimé qu'on réponde ? N'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On pourra y répondre sur un prochain podcast. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et surtout, effectivement, mettez-nous des sujets aussi en commentaire qu'on pourrait aborder une prochaine fois. Et on vous rajoute quand même le lien pour ceux qui veulent nous rejoindre sur notre formation en ligne. On vous rajoute le lien juste en dessous de la vidéo. Mais voilà, en tout cas, on va être plus assidus. C'est promis. Dans nos vlogs, on a un vlog qui arrive aussi, vlog, podcast. On va faire des podcasts avec des invités aussi. Là, on va être plus assidus pour vous apporter un max de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like si ça vous a plu. Et puis, on vous dit à très vite. Oui, à très bientôt. Bisous.